Salam alaikum aïzat talaba. Aujourd'hui, on va commencer le premier chapitre du module Transformation-conservation de la viande destinée au master de production nutrition animale, intitulé Physiologie musculaire. Alors, comme définition, le muscle, c'est quoi un muscle? C'est un tissu qui est formé de fibres douées d'une contraction. La cellule musculaire, elle permet de transformer l'énergie chimique, qui est l'ATP, en énergie mécanique pour produire un mouvement. Alors, les fonctions du tissu musculaire, il assure la production de force afin de se mouvoir et pour assurer la respiration. Il produit de la force pour maintenir les positions de posture du corps, soit en position assise ou bien levée. Il assure la stabilisation des articulations et il produit de la chaleur. Alors, les propriétés physiologiques du tissu musculaire, on a tout d'abord l'excitabilité. C'est une propriété où le tissu musculaire, il est capable de recevoir un stimulus nerveux et de répondre à ce stimulus. La contractilité, c'est la faculté que possède un muscle, et surtout l'unité fonctionnelle du muscle qui est le sarcomère, de se raccourcir, c'est-à-dire de se rapprocher vers le centre du sarcomère. L'élasticité, c'est la capacité du muscle à s'allonger suite à une traction et de revenir à sa position initiale. La tonicité, c'est la capacité de maintenir en dehors de tout mouvement un état de tension, c'est-à-dire que le muscle peut avoir un état d'une légère contraction permanente d'une façon involontaire. On a plusieurs types de muscles. On a le muscle squelettique, muscle lisse et cardiaque. Tout d'abord, on va commencer par la cellule musculaire striée squelettique. En un, c'est une coupe longitudinale de la fibre musculaire. En deux, c'est une coupe transversale. Alors, la cellule musculaire striée squelettique, elle recouvre le squelette osseux de l'animal. Elle a plusieurs noyaux qui sont refoulés vers la périphérie et elle est sous un contrôle volontaire. Donc, c'est une cellule striée. Pourquoi? Parce qu'il y a une alternance de bandes claires et de bandes sombres, formant ainsi des stries. C'est une cellule qui est très lente et elle se fatigue facilement. Pour la cellule cardiaque, elle est localisée au niveau du cœur. Donc, elle présente de nombreuses ramifications, comme c'est montré au niveau des flèches noires sur la photo. Alors, ces ramifications sont dues à la présence des disques intercalaires. Elle est sous un contrôle hormonal et sous un contrôle du système nerveux autonome. Donc, chaque cellule musculaire possède un noyau central. Alors, la cellule musculaire lisse, elle est localisée au niveau des vaisseaux sanguins, au niveau des viscères, comme par exemple le tube digestif, la vessie, les organes génitaux, les organes des voies respiratoires, etc. La cellule lisse, elle est fusiforme, c'est-à-dire qu'elle est fuselée au niveau de ses extrémités et elle est large au niveau du centre. Le noyau, il est central. Elle est lisse parce qu'elle ne possède pas de striation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternance de bandes claires et de bandes sombres comme pour la cellule cardiaque et la cellule musculaire striée squelettique. Alors, le développement de la cellule musculaire. En général, la cellule musculaire, elle naît du feuillet moyen de l'embryon. Ce feuillet est appelé le mésoderme. En général, le muscle se développe d'une manière assez précoce. À la troisième semaine de la vie embryonnaire, les cellules satellites, celles qui sont présentées d'une couleur jaune, ces cellules satellites mésenchymateuses vont migrer et se différencier en
myoblastes. C'est des cellules qui vont donner naissance à la cellule musculaire. C'est des cellules embryonnaires qui vont donner naissance à la cellule musculaire. Alors, ces myoblastes, elles vont se regrouper en rangées et fusionner, formant ainsi un myotube plus ou moins grand vers la 8e semaine du développement embryonnaire. Ces myotubes vont progressivement se modifier et se différencier et acquérir un appareil contractile caractéristique de la myofibrie. Et cet appareil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va refouler le noyau vers la périphérie de la cellule. Les myotubes, donc, vont alors devenir la cellule musculaire striée. La régénération de la cellule musculaire, elle fait suite à une lésion de la cellule musculaire. Donc, il existe des cellules qu'on appelle des cellules satellites en périphérie des muscles. C'est des cellules qui restent quiescentes, c'est-à-dire endormies. C'est des cellules souches d'origine embryonnaire qui peuvent se différencier en myoblastes. Bien sûr, sous certaines circonstances, par exemple une lésion du tissu musculaire. Alors, ces cellules satellites sont des cellules souches localisées entre la lame basale et le sarcolème de la cellule musculaire. Généralement, c'est des cellules quiescentes, c'est-à-dire endormies. Elles se réveillent dès qu'il y a une lésion tissulaire. Donc, leur mobilisation, elle s'effectue après lésion tissulaire. Donc, elles vont s'activer, ces cellules satellites, proliférer et générer des myoblastes. Par la suite, migrer vers le site de lésion et fusionner avec une fibre musculaire préexistante. Par la suite, en phase 4, elle va donner naissance à une fibre régénérée. La classification. Il existe deux types de fibres musculaires, la fibre de type 1 et la fibre de type 2. La fibre de type 1, elle a un métabolisme aérobie. Donc, c'est une fibre oxydative qui utilise la mitochondrie pour assurer la production de l'ATP. Elle est très riche en triglycérides et il y a peu de glycogène. C'est une fibre qui est très riche en myoglobine. C'est ce qui va donner la coloration rouge à la fibre. Et elle est très riche en mitochondrie parce qu'elle utilise une voie oxydative comme métabolisme. Elle est très vascularisée parce que les vaisseaux sanguins sont très importants pour ramener le maximum d'oxygène à la fibre musculaire pour assurer le métabolisme oxydatif. C'est une fibre qui assure une contraction de longue durée. Elle permet donc des mouvements d'endurance et des postures, soit assises, soit debout. La fibre de type 2, elle a un métabolisme anaérobie lactique et alactique. Elle est très riche en glycogène parce que c'est une fibre glycolytique. Donc, elle est de couleur blanche parce qu'elle est pauvre en myoglobine, qui donne la coloration rouge à la fibre musculaire. Et on retrouve peu de triglycérides, donc elle est très riche en glycogène. Elle assure des contractions rapides et elle génère des contractions fortes, mais de courte durée. Elle est très sensible et elle se fatigue rapidement car il y a une forte production d'acide lactique. Maintenant, on va voir l'aspect macroscopique de la cellule musculaire striée squelettique. Alors, chaque fibre musculaire, elle est entourée par un tissu conjonctif qu'on appelle l'endomysium. Alors, plusieurs fibres musculaires sont entourées par un deuxième tissu conjonctif qu'on appelle le périmysium. Alors, le tout, c'est-à-dire plusieurs faisceaux musculaires, sont
enveloppé par un autre et un troisième tissu conjonctif qui est l'épimysium. L'épimysium, vers la fin, il va donner naissance aux tendons qui vont se relier au périos du tissu osseux. En coupe transversale, voici les différents types de tissus conjonctifs. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur, on retrouve tout d'abord l'épimysium qui entoure tous les faisceaux musculaires. L'épimysium va émettre des travées pour donner naissance au périmysium qui entoure un faisceau musculaire. Le périmysium va donner naissance à l'intérieur à l'endomysium qui entoure la cellule musculaire. D'accord? Au niveau du tissu conjonctif, on retrouve la vascularisation et le système nerveux. Alors, la charpente conjonctive, elle se subdivise, comme on a déjà vu, au niveau des schémas d'épimysium, périmysium et d'endomysium. Cette charpente, elle est constituée de fibres conjonctives, de collagène, d'élastine, de protéines d'adhésion et de protéoglycanes. Cette charpente, elle intervient dans l'orientation et le soutien des fibres musculaires squelettiques, ainsi que dans le soutien de la vascularisation et de l'innervation. Alors, maintenant, on va voir l'aspect microscopique de la cellule musculaire. Donc, la cellule musculaire, elle est cylindrique. Sa forme, elle est cylindrique. Elle est très longue. Elle peut avoir comme diamètre de 10 à 100 micromètres. Donc, chaque fibre, elle contient plusieurs milliers de myofibrilles. Les myofibrilles, ce qui est montré ici en rose ou là en marron. D'accord? C'est une myofibrille, c'est une deuxième myofibrille, c'est une troisième myofibrille, etc. D'accord? Donc, la myofibrille, elle correspond à la structure protéique contractile. On trouve aussi de nombreux noyaux, comme c'est montré ici au niveau de la coupe transversale, c'est une coupe longitudinale. Alors, au niveau de la coupe transversale, le noyau, il est refoulé vers la périphérie, ce qui est en bleu ici. D'accord? Alors, il est refoulé vers la périphérie à cause de la présence en grande quantité de ces myofibrilles qui refoulent le noyau vers la périphérie. Okay? Donc, la cellule musculaire, elle est très riche en mitochondries qui sont nombreuses et disposées à proximité de l'appareil contractile. En général, la mitochondrie, elle fournit de l'énergie chimique nécessaire à la contraction musculaire. Donc, la cellule musculaire, elle contient une structure qu'on appelle le réticulum sarcoplasmique. Donc, le réticulum sarcoplasmique, c'est un réseau de vésicules anastomosées. Donc, ce réseau longitudinal anastomosé forme des canalicules. Les canalicules, ils entourent la myofibrille. Et on sait très bien que le réticulum sarcoplasmique, il est très riche en calcium. Le calcium, il est très important pour assurer la contraction musculaire. Alors, vous retenez en mémoire que le réticulum sarcoplasmique, c'est le lieu de stockage des ions de calcium. C'est très important. OK? Continuons la structure microscopique de la cellule musculaire. Alors, le sarcolème, ou bien la fibre musculaire, elle est entourée par une membrane qu'on appelle le sarcolème, ou bien la membrane sarcoplasmique. Le sarcolème, elle présente, ou bien la membrane, elle présente de nombreuses invaginations qui donnent naissance à un système T, un système tubulaire. C'est des invaginations canalaires du sarcolème dans le cytoplasme de la cellule. En général, ce système, il communique avec le réticulum sarcoplasmique. Pourquoi cette communication? Afin d'assurer une propagation de l'influx nerveux à l'intérieur de la
cellules musculaires. Maintenant, on va voir la structure des myofibrilles. Alors, les myofibrilles, en général, les myofibrilles sont formées d'une alternance de bandes claires et de bandes sombres. Alors, la myofibrile, pardon, elle a un diamètre entre 1 à 3 microns. En microscopie optique, qu'est-ce qu'on observe? Les myofibrilles présentent des zones claires appelées les bandes de I pour isotropes et des zones sombres appelées bandes A pour anisotrope. La bande A présente en son milieu les stries H. D'accord? Et cette dernière, elle possède elle-même en son milieu une ligne sombre appelée la ligne M. La bande I présente en son milieu une ligne sombre appelée la strie Z. La portion de myofibrilles entre deux stries Z est appelée le sarcomère. C'est l'unité fonctionnelle du tissu musculaire. Alors, la strie A, c'est le filament épais formé de protéines appelées la myosine et quelques parties de protéines d'actine. La strie I, elle est formée que de filaments d'actine. La strie H, elle est formée que de filaments de myosine. La strie M, elle est formée de protéines qui assurent la liaison des filaments de myosine. La strie Z, elle est formée de protéines qui relient les filaments d'actine. Maintenant, on va voir la structure en microscopie électronique. D'accord? Les filaments épais sont formés de molécules de myosine, comme on a dit lorsqu'on a étudié les myofibrilles, la structure en microscopie optique des myofibrilles. Alors, la myosine en microscopie électronique, c'est une protéine formée de 6 chaînes, 2 chaînes lourdes qui donnent la forme de la queue. Ces 2 chaînes sont torsadées et 4 chaînes légères qui forment la tête et le cou de la myosine. Alors la tête, elle contient un site pour fixer l'actine et elle contient un site pour fixer l'ATP. Et elle a une activité atépasique, c'est-à-dire qu'elle peut dégrader l'ATP en ADP plus PI. Donc il faut retenir ça. Il faut retenir que la tête de myosine a un site pour fixer l'actine, a un site pour fixer l'ATP, a une activité atépasique. OK? Alors, maintenant, on va voir les filaments fins. Elles sont formées de 3 protéines, l'actine, troponine, tropomyosine. Alors, l'actine, c'est une molécule globuleuse qui est en bleu au niveau du schéma. Elle est torsadée. D'accord? Chaque molécule, elle porte un site de liaison sur laquelle la tête de myosine se fixe. Voici au niveau du schéma. Donc, l'actine a une forme globulaire ou a un site pour fixer la myosine. Alors, chaque filament est composé de 2 autres protéines, la tropomyosine, اللي راهي en jaune هنا, ou la troponine. Alors, on va la tropomyosine. La tropomyosine, c'est une protéine fibrillaire, comme c'est montré au niveau du schéma, ce qui est en jaune, filamenteuse. Elle entoure le filament d'actine. Son rôle, c'est de masquer le site de fixation de la myosine. La troponine, ce qui est en jaune, elle est attachée en même temps à l'actine et en même temps à la tropomyosine. Il faut retenir qu'elle est composée d'une troponine appelée la troponine C qui peut lier le calcium. C'est très important, il faut retenir ça. Parce que pour assurer la contraction musculaire, il faut le calcium et l'ATP. D'accord? Très bien. Maintenant, on va voir la contraction musculaire. Le rôle du calcium. Alors, le calcium, en absence du calcium, la tropomyosine, elle masque le site de fixation de la myosine au niveau de l'actine.
Donc, le site de fixation de la myosine sur l'actine, il est inaccessible. En présence de calcium, le calcium va se fixer sur la troponine C. Cette fixation va provoquer un basculement de la tropomyosine, ce qui va rendre le site de fixation de la myosine sera accessible. D'accord? Ça, c'est le rôle du calcium. C'est de rendre le site de fixation de la myosine accessible. Le rôle de l'ATP. L'ATP, قلنا la tête de myosine, elle fixe l'ATP et elle a une activité atépasique. Donc, elle va fixer l'ATP et elle va dégrader l'ATP en ATP plus PI. La dégradation de l'ATP va provoquer un changement conformationnel de la tête de myosine. Par la suite, la tête de myosine, elle va se fixer sur son site au niveau de l'actine et on aura donc une myosine dite armée. Par la suite, la tête de myosine, elle va pivoter suite à la libération de l'ADP plus PI. Ce pivotement va entraîner avec lui le filament d'actine vers le centre du sarcomère. Par la suite, une autre molécule d'ATP vient se fixer sur la tête de myosine, ce qui va provoquer le relâchement ou bien le décrochage entre la tête de myosine et de l'actine. S'il n'y a pas d'ATP et l'absence d'ATP, on le retrouve après l'abattage de l'animal. S'il n'y a pas d'ATP, il n'y aura pas de relâchement entre la tête de myosine et d'actine, ce qui va provoquer par la suite la rigidité cadavérique qu'on va voir lorsqu'on va étudier la transformation du muscle en viande. OK? Maintenant, on va voir une vidéo animée qui va vous expliquer la contraction musculaire. La fibre musculaire est composée d'un ensemble de myofibrilles de nature protéique. Chaque myofibrille est constituée d'une succession d'unités appelées sarcomères. Chaque sarcomère est composé de filaments épais de myosine et de filaments fins d'actine. C'est le glissement des filaments fins par rapport aux myofilaments épais qui entraîne le raccourcissement du sarcomère et donc du muscle. Le glissement relatif des deux types de filaments est dû en partie aux propriétés de la myosine. Les têtes de la myosine se fixent sur un filament d'actine. Les filaments de myosine se déforment de façon synchrone et font glisser les filaments d'actine. Ce glissement se fait grâce à la formation de ponts d'union entre les têtes de myosine et l'actine. Lorsqu'une tête de myosine fixe de l'ATP, elle catalyse l'hydrolyse de l'ATP, ce qui fournit l'énergie nécessaire à l'activation de la tête qui change d'orientation. Les têtes de myosine activées forment des ponts d'union avec l'actine. Le complexe actine-myosine libère les produits de l'hydrolyse de l'ATP, ce qui s'accompagne d'un retour de la tête à sa position de repos. C'est le coup de rame qui provoque le mouvement relatif des filaments. La fixation d'une nouvelle molécule d'ATP entraîne la dissociation du complexe actine-myosine. Un autre cycle peut commencer. Si l'ATP n'est pas renouvelé, les têtes de myosine ne se détachent pas de l'actine et la myofibrille reste contractée. Ainsi, lors de la contraction musculaire, de l'énergie chimique sous forme d'ATP est convertie en énergie mécanique au niveau de chaque sarcomère. Cette conversion est permise par les propriétés de la myosine et de l'actine des myofilaments.
Les ions calcium interviennent dans le cycle de contraction. En se fixant sur une protéine, appelée troponine, située à la surface de l'actine, les ions calcium permettent la formation du complexe actine-myosine. En l'absence d'ions Ca2+, les ponts d'union ne peuvent s'établir. C'est en réponse au signal nerveux et lors de la fixation des neurotransmetteurs sur la membrane postsynaptique que des ions calcium sont libérés à proximité des myofibrilles. Les ions calcium jouent donc aussi un rôle important lors de la contraction musculaire. Ainsi, l'association entre l'hydrolyse de l'ATP, qui libère de l'énergie, et le mouvement, qui en consomme, constitue un couplage énergétique. Il implique ici une transformation ou conversion d'énergie chimique portée par l'ATP en énergie mécanique, mouvement. La myosine et l'actine sont les acteurs moléculaires de ce couplage. Alors, d'où vient le calcium? Alors, le calcium, la production de calcium ou bien la libération du calcium, son origine, elle est d'origine nerveuse. Donc, dès qu'il y a le passage de l'influx nerveux provenant d'une motoneurone, on aura la libération de l'acétylcholine. Alors, l'acétylcholine, elle va se fixer sur les récepteurs membranaires nicotiniques au niveau de la membrane cellulaire du tissu musculaire. D'accord? L'influx nerveux, par la suite, il va se propager tout le long de la membrane cytoplasmique de la cellule musculaire. Alors, la dépolarisation, elle se propage tout au long du sarcolemme et dans la membrane au niveau du tubule T et au niveau de la membrane du réticulum sarcoplasmique, provoquant ainsi la libération du calcium dans le cytoplasme de la cellule. Donc, c'est la stimulation nerveuse qui va déclencher la libération du calcium au niveau du cytoplasme de la cellule musculaire. D'où vient l'ATP? Alors, la régénération de l'ATP, elle s'effectue grâce à 3 voies. La voie de la créatine phosphate, on peut l'appeler aussi la voie phosphagène, ou bien la voie anaérobique alactique. Donc, c'est une voie qui s'effectue en absence d'oxygène et qui ne produit pas de l'acide lactique. Donc, la créatine, ou bien la phosphocréatine, c'est une protéine qui est produite, par exemple, par le rein, par le foie. Alors, cette protéine, elle se retrouve en stock au niveau de la cellule musculaire. Donc, suite à l'action d'une enzyme qu'on appelle la créatine phosphokinase, elle va assurer, cette enzyme, le transfert du phosphate de la créatine phosphate vers l'ADP pour donner de l'ATP et libérer la créatine. La deuxième voie, c'est la voie aérobique. Donc, c'est une voie de phosphorylation oxydative, donc qui nécessite la présence d'oxygène. Elle est localisée au niveau de la mitochondrie. La voie anaérobie, donc c'est une voie en absence d'oxygène. Elle est localisée au niveau du cytoplasme de la cellule. C'est la glycolyse, c'est-à-dire la dégradation du glucose au niveau du cytoplasme de la cellule qui va aboutir à la production de l'acide lactique. Donc, on va voir d'une façon détaillée la régénération de l'énergie au niveau de la cellule musculaire. Donc, je représentais ici le schéma d'une cellule musculaire et j'ai
subdiviser le schéma en 3 voies. On a la voie anaérobie alactique. Anaérobie, ça veut dire que c'est une voie en absence, qui s'effectue en absence d'oxygène. Alactique, ça veut dire que c'est une voie qui ne va pas produire de l'acide lactique. La voie anaérobie lactique, c'est une voie qui s'effectue en absence d'oxygène, mais qui produit de l'acide lactique. La voie aérobie, ça veut dire que c'est une voie qui s'effectue en présence d'oxygène. Alors, la première voie, c'est la voie anaérobie alactique ou bien smuhatani, la voie phosphagène. Elle va utiliser une protéine appelée la phosphocréatine. C'est une protéine stockée au niveau musculaire et produite par le foie et le rein. Donc, cette phosphocréatine, c'est une protéine qui a un groupement phosphate dans sa structure. Donc, cette protéine, elle va donner son phosphate à l'ADP pour former de l'ATP sous l'action de la phosphocréatine kinase, libérant ainsi de la créatine. OK? Donc, cette voie, elle nous produit un seul ATP. Donc, c'est une voie qui produit de l'ATP d'une façon très rapide et elle assure un mouvement, bien une contraction de courte durée. C'est une question de quelques secondes seulement. La deuxième voie, la voie anaérobie lactique. La cellule musculaire, elle a un stock de glycogène, mais c'est un stock qui est faible. D'accord? Le glycogène, il va subir la glycogénolyse, c'est-à-dire la dégradation du glycogène en glucose. Alors, le glucose, il sera dégradé via la voie de la glycolyse en pyruvate, donnant ainsi naissance à 2 ATP. Le pyruvate va se transformer en acide lactique suite à la fermentation. D'accord? La troisième voie, c'est la dernière voie, elle va utiliser la voie oxydative, c'est-à-dire elle va utiliser la mitochondrie. Alors, la même chose, le glucose se transformera en pyruvate via la voie de la glycolyse. Par la suite, le pyruvate va entrer dans la mitochondrie et il va subir sa transformation en acétyl-CoA pour être dégradé au niveau du cycle de Krebs. Et au niveau de la chaîne respiratoire, on aura la production de l'ATP. Donc, le cycle de Krebs produit 2 ATP et la chaîne respiratoire prend 2 ATP associés aux 2 ATP de la voie de la glycolyse. Au total, on aura donc 36 ATP. Donc, c'est énorme. OK? Mais malheureusement, le glycogène, il se retrouve à un faible stock au niveau de la cellule musculaire. Donc, la cellule musculaire, elle a besoin en urgence d'autres sources pour récupérer du glucose. Donc, elle va faire appel au glycogène stocké au niveau du foie. D'accord? Donc, le foie va assurer la dégradation du glycogène pour donner le glucose. Même le foie, il a un faible stock en glycogène. Donc, ce stock, une fois a été consommé, automatiquement, il y aura une autre voie métabolique qui assure la production de glucose. Bien sûr, cette voie, elle est assurée par le tissu adipeux. Donc, le tissu adipeux va subir la lipolyse, donc les triglycérides vont être dégradés en glycérol et en 3 acides gras. Le glycérol va vers le foie via la circulation sanguine pour subir la néoglucogénèse. La néoglucogénèse, c'est la synthèse du glucose à partir du glycérol. Donc, on aura une autre source de glucose. Les 3 acides gras libérés lors de la lipolyse, ils vont être absorbés par la cellule musculaire pour se retrouver au niveau de la mitochondrie où ils vont se transformer en acétyl-CoA. Donc, les acides gras, ils vont subir ce qu'on appelle la bêta-oxydation pour donner naissance à l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA, par la suite, il va être dégradé via le cycle de Krebs et on aura production de 2 ATP et via de la chaîne respiratoire, on aura production de 32
ATP multipliés, bien sûr, par les 3 acides gras libérés suite à la dégradation des triglycérides. OK? Donc, la régénération de l'ATP par la cellule musculaire, elle s'effectue via plusieurs voies. Anaérobie lactique, aérobie, et la source de glucose, elle peut subvenir soit par le foie, soit par le tissu adipeux, une fois que le glycogène a été épuisé. Voilà, on en a terminé avec la physiologie du tissu musculaire. نتلاقاو la prochaine séance, Inch'Allah. Salam alaikum.